Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je vous ai promis la semaine dernière des narrateurs habiles et légers, de ceux qu'espérait Louis Marin pour nous défaire des pièges du récit. Mais qu'est-ce que la légèreté ? Je crois que Italo Calvino l'a cherché sa vie durant, et notamment lorsqu'il collectait, en ethnologue patient et humble, les contes italiens. L'année de sa mort, en 1985, il travaillait à l'université de Harvard pour délivrer ce qui paraîtra de manière posthume cette année, 85, sous le titre, enfin 86, sous le titre « Leçons américaines ». Des leçons, oui, au sens où nous l'avons défini la semaine dernière, c'est-à-dire des avertissements formulés pour l'avenir à partir d'une expérience accumulée, l'expérience des contes et d'une manière générale, au fond, l'avenir de la littérature en laquelle Italo Calvino voulait dire sa confiance. Il s'agissait de formuler donc, en tant que cette confiance se dépose dans la littérature, de formuler donc la possibilité d'un savoir social spécifique. De ces 6 propositions pour le prochain millénaire, c'était le sous-titre, le prochain millénaire, c'est le nôtre désormais, Italo Calvino n'eut le temps d'en formuler que 5, avant de mourir à 61 ans. Elle porte le nom de ses idéaux d'écriture, légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. Et alors je me dis que ces idéaux sont ceux que vise l'art de la nouvelle, qu'on pourrait les combiner pour dire ceci, rendre visible avec exactitude la multiplicité du monde social et le faire rapidement et légèrement. La légèreté, tout d'abord. Écrire, pour Calvino, c'est non seulement sauter d'un poids, mais c'est aussi soustraire du poids à la structure du récit et du langage. Cette pratique de l'allègement, songez au motif de l'envol dans ces romans, se justifie par une visée de recherche de la vérité. On ne parle pas ici d'une fuite futile, d'une évaporation poétique. On ne cherche pas à fuir ses responsabilités. Il s'agit bien au contraire de représenter son temps, de dire le vrai sur l'ordre des choses, d'écrire la prose du monde. Mais on sait aussi comment le monde se venge, justement quand on veut dire le vrai sur lui. Comment la pesanteur, l'inertie, l'opacité du monde trouvent à s'accrocher à la plume de l'écriture qui veut précisément se porter dans la plaie pour la ralentir, pour l'alourdir, pour lui imposer une lente pétrification. Comment alors échapper à ce monde qui se mue en pierre, au regard inexorable de la méduse? Comment lui trancher le cou? Il y faut le bouclier de bronze de Persée dans lequel se reflète le visage de la méduse, mais il y faut aussi ses sandales ailées. Ce reflet et cet envol disent la sagesse de la fiction, qui est de représentation, comme on l'a vu la semaine dernière, pour ne pas se laisser éblouir par l'image du pouvoir. Il faut effectivement n'en voir que le reflet, sinon on s'aveugle, qui est de représentation, mais qui est aussi de légèreté. Et pas n'importe laquelle des légèretés. Italo Calvino l'appelle légèreté pensive, pensosità, par opposition à la légèreté frivole, et son élan est de faire paraître pesante, inerte et opaque la frivolité. Pour le faire comprendre, Italo Calvino prend appui sur une nouvelle de Boccace, la 9e de la 6e journée du Décaméron. Il prend appui sur elle, oui, comme on prend son élan. Nous sommes à Florence, mais dans une Florence qui n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui. Alors, je veux dire l'aujourd'hui du temps de la narration. Aujourd'hui où Boccace écrit le Décaméron, soit entre 1349 et 1351 probablement. Nous sommes dans une Florence d'avant la chute, d'avant la déchéance au sens de Peggy. Je cite, « Sachez que notre ville, dans le passé, était le théâtre de belles et louables coutumes, toutes perdues aujourd'hui, car l'avarice et la richesse croissent parallèlement, elles sont toutes tombées en désuétude. »
Cet âge perdu de la générosité, de la libéralité, de l'insouciance aristocratique, telle qu'elle trouve à s'exprimer dans cette sociabilité de classe d'âge des brigate, qui rassemble donc la jeunesse dorée des élites urbaines dans des pratiques de ritualisation de la violence symbolique, ces compagnies, donc, qui sont souvent remuantes, mais qui sont aussi dispendieuses, on en verra beaucoup cette année, qui exercent donc cette dépense ostentatoire qui caractérise le comportement chevaleresque. Tous ces nobles ne le sont pas, mais certains sont snobs, au sens de Proust, c'est-à-dire qu'ils voudraient l'être. Ce sont des jeunes fils de marchands qui affectent le style de vie aristocratique. Je reprends ma lecture de Boccace. L'une de ces coutumes consistait pour les nobles de Florence à se réunir par quartier en divers endroits et à former des groupes d'une certaine consistance, de telle sorte que n'y participaient que ceux qui pouvaient supporter les dépenses. Et tantôt l'un, tantôt l'autre, chacun, à son tour de rôle, avait son jour pour régaler toute la compagnie. C'est ce qu'on appelle une brigata spendericia, une brigade où, effectivement, on se réunit pour dépenser. Dépenses ostentatoires. Un tel fonctionnement est nécessairement familier au lecteur de Boccace, puisqu'il est celui de l'économie narrative du Décameron. Je vous rappelle que le récit cadre des histoires, des 100 histoires, est bien celui-ci, chacun des 10 conteurs, 7 femmes, 3 hommes, à tour de rôle, à son jour, pour régaler toute la compagnie. Mais ici, on régale d'histoire. C'est le banquet du langage. 10 jours, 10 conteurs, 100 nouvelles. C'est évidemment un marché idéal où chacun est payé de son dû, où tout le monde s'y retrouve. Alors tout le monde, ça veut dire, c'est le petit monde des mondains. C'est effectivement ce monde qui peut, effectivement, on va y revenir, d'une certaine manière, échapper à l'angoisse. Retenons pour l'instant ceci, c'est l'histoire d'une brigade, racontée par une brigade. Parmi ces compagnies, il y avait celle de messire Betto Brunelleschi, dans laquelle messire Betto et ses compagnons avaient tout fait, non sans raison d'ailleurs, pour attirer Guido, le fils de messire Cavalcante des Cavalcanti. Betto Brunelleschi, Guido Cavalcanti, tous ces gens existent, ou plus exactement ont existé. Ce sont des personnages historiques connus des lecteurs de Boccace. Betto Brunelleschi, c'est un magnat florentin d'une puissante famille d'origine gibelline, j'y reviendrai, qui a dominé la ville de 1301 à sa mort, 1311. Guido Cavalcanti fait aussi partie de ce passé récent, puisque né en 1258, il meurt en 1300. Alors on le connaît mieux aujourd'hui, sans doute, parce que c'est un grand poète florentin, l'illustre représentant du Dolce Stil Nuovo, que Dante désigne dans sa Vita Nuova comme le premier de ses amis, et puis avec lequel il va se brouiller. J'en dirai davantage tout à l'heure, mais pour l'instant, je me contente de raconter l'intrigue. Elle est très brève, et donc elle met en scène, je dirais, l'existence fictionnelle de personnages historiques qui ont vécu 50 ans avant. C'est important de considérer cet écart. Et ces 50 ans sont le temps, pour Boccace, dit-il, d'une dégradation, d'une déchéance. Or, un jour, Guido parcourait un chemin qui lui était familier, s'acheminant depuis Orto San Michele à San Giovanni par la rue des Adimari, le Corso degli Adimari. Il y avait là de grands tombeaux de marbre qui sont aujourd'hui à Santa Reparata et beaucoup d'autres autour de San Giovanni. Alors, repérons-nous, Or San Michele, San Giovanni, c'est le baptistère Saint-Jean. Santa Reparata, c'est la dédicace de l'ancienne cathédrale de Florence, celle qu'on appellera plus tard le Santa Maria del Fiore, à partir de 1412. Dans cet entretemps, entre donc, le temps de l'histoire et le temps de la narration, eh bien, on sait ce qui se passe. C'est Arnolfo di Cambio à partir de 1297, puis Giotto à partir de 1334 qui refondent la cathédrale, Giotto lui-même étant un des personnages du Décameron. Je parle toujours ici du temps qui s'intercale entre le temps de l'histoire et le temps de la
narration. Et cet entretemps est intéressant parce que, effectivement, Boccace dit aujourd'hui. Ces tombeaux qui sont aujourd'hui à Santa Reparata. Parce que le lecteur sait peut-être lui aussi qu'à Santa Reparata est inhumé Beto Brunelleschi, qui est le personnage de la nouvelle. Mais je poursuis ma lecture. Il se trouvait donc, entre les colonnes de porphyre que l'on peut toujours voir, les tombeaux et la porte de San Giovanni, quand Messire Beto, traversant à cheval la place de Santa Reparata avec sa compagnie, l'aperçut parmi ces sépultures et dit, en accord avec ses amis, « Allons lui chercher noise. Andiamo a dargli briga. » Commence la brigue. Le chef a parlé, allons-y, andiamo, en accord avec le groupe, on éperonne ses chevaux, on fond sur lui, comme pour jouer à l'assaillir, dit le texte, mais enfin bon, ils sont à cheval quand même. L'autre ne l'est pas. C'est un jeu, mais un jeu un peu méchant, un jeu un peu dangereux. On a quelque chose à reprocher à Guido Cavalcanti. C'est au fond de faire mentir la promesse de son nom. Pourquoi tu ne viens pas chevaucher avec nous? Guido, viens. Sois gentil cette fois-ci. Viens avec nous. Il y a la pression du groupe. Parce que Guido, on va le voir, a tout pour, d'une certaine manière, toutes les qualités natives, nobles, pour intégrer le groupe. Mais voilà, la situation, c'est que le chef du groupe n'arrive pas à l'agréger. Reproche. Guido, tu refuses d'être des nôtres, mais enfin, quand tu auras prouvé que Dieu n'existe pas, cela t'avancera à quoi? Qu'est-ce que vient faire Dieu dans tout ça? On pourrait dire ici avec Durkheim, je cite la fameuse phrase des formes élémentaires de la vie religieuse de 1912, « Je ne vois dans la divinité que la société transfigurée et pensée symboliquement. » Donc Dieu, c'est la société, ou la société, c'est Dieu. Donc celui qui refuse de faire société ne croit pas en Dieu, ou pire, puisque Cavalcanti est philosophe, veut prouver qu'il n'existe pas. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur ce lien fait de manière bien cavalière entre défection et impiété, ce qui prouve bien que cette société urbaine est inscrite dans le cadre anthropologique global de l'Ecclésia. Elle y est inscrite d'une certaine manière, cette manière ouvre le possible d'une autre histoire des pouvoirs, mais enfin, il faudra quand même bien expliquer philosophiquement cette imputation d'athéisme qui tombe d'un cheval, mais qui ne tombe pas par hasard sur la tête de Guido Cavalcanti. Ça sera fait plus tard, mais pour l'instant, je demeure sur le fil du récit. Se voyant encerclés, Guido leur répondit avec promptitude, prestamente, « Seigneur, vous êtes ici chez vous, libre à vous de me dire ce que bon vous semble. » Puis, ayant posé la main sur l'un de ces tombeaux, qui était très haut, il prit son élan, et agile comme il l'était, se retrouva de l'autre côté. Leur ayant échappé, il s'en alla. C'est donc l'histoire de quelqu'un qui, échappe au groupe. Vous vous souvenez peut-être que c'est avec Italo Calvino que nous devions lire cette nouvelle, c'est-à-dire en y allant chercher l'élan du récit, ce saut puissant et gracieux, salto, en italien, un envol, cette légèreté pensive qui non seulement s'écarte d'un bond de la frivolité, ils le sont frivoles, ces jeunes vitelloni, comme on dit dans le cinéma italien, mais non seulement laisse sur place les frivoles, pierre parmi les pierres, mort parmi les morts, proprement médusé, donc, mais ce salto est un retournement, puisque d'une feinte, il permet d'abord de sortir d'un piège. Souvenez-vous aussi de la leçon des bêtes, du chat botté, il s'agit aussi de ça, sauver sa peau, parce qu'il charge quand même. C'est une charge de représentation, mais enfin, on a vu la semaine dernière ce qu'on en pouvait penser. Ces gens-là veulent me coincer, ils me pressent, je dois sortir de la nasse, de la tyrannie de l'habitus,
de l'arrogante séduction du groupe. Mais il permet aussi de piéger les piégeurs en passant de l'autre côté. Et tout cela se fait avec légèreté, mais en usant d'une légèreté que les autres ne nous reconnaissent pas. Le texte italien dit « Si come colui che leggerissimo era », je viens de le traduire en suivant Christian Beck, ce que je fais depuis le début en le corrigeant parfois, agile comme il l'était, mais c'est bien de légèreté dont il s'agit, leggerissimo, doué qu'il était d'une parfaite légèreté, sous-entendu qu'on ne lui connaissait pas. Vous savez, il y a un cliché que j'aime bien, il était d'une agilité étonnante pour un homme de sa corpulence. Ça me fait rire. J'avais rêvé de dire cette phrase qui me faisait rire dans un cadre solennel. Voilà au moins un rêve accompli. Hop, il se libère d'un bond. Ce qui intéresse Italo Calvino, c'est donc la souplesse de Cavalcanti, étonnante pour un homme de sa corpulence, et l'effet de surprise qu'elle provoque. Pourquoi ? Pourquoi il surprend son monde ? Parce qu'on le pensait grave et lourd. Pourquoi on le pense grave et lourd ? Parce qu'en faussant compagnie aux fâcheux, lui, le penseur, lui qui effectivement se promène dans les ruines, parmi les morts, lui qui fait commerce effectivement avec ses amis invisibles que sont ceux qui nous ont précédés dans ce qu'on appelle la culture, eh bien lui prend appui sur la tombe pour passer de l'autre côté. Et que dit cet envol ? Je cite Italo Calvino, que sa gravité recèle le secret de la légèreté, tandis que ce que beaucoup prennent pour la vitalité des temps, bruyante, agressive, trépignante et tapageuse, appartient au royaume de la mort, comme un cimetière d'automobiles rouillés. Saisissante image de Calvino, qui en 1985 réactualise la vision de la Briata de Beto Brunelleschi, laissée là parmi les tombes comme des balourds. C'est comme si d'un coup tout le monde avait pris de l'âge. Mais précisément, ce que je cherche, moi, c'est à historiciser la lecture d'une telle nouvelle. Comment rendre compte de ce temps qui passe sur elle. Et c'est ce qui m'arrêtera à présent en tentant, à partir d'elle, de dégager des principes d'analyse générale sur Boccace et le Décameron, mais aussi, évidemment, tout le genre littéraire qu'il fait naître. Contrairement le plus souvent aux autres textes que l'on va aborder ensemble dans ce cours, une œuvre aussi immensément et universellement célèbre que les Décameron de Boccace, traduit dans toutes les langues européennes, vous le savez, dès le XVe siècle, a fait l'objet de très nombreux commentaires, et je dis d'emblée que je m'appuie notamment ici sur les analyses récentes de Giorgio Inglese, Francesco Bausi, ou encore de Fosca Mariana Bzini, dont on peut lire en français un livre récent paru à Lille en 2012, L'économie des passions, essai sur le Décameron de Boccace. Mais il est utile aussi de partir d'une étude plus ancienne, c'est à partir de là que je prendrai mon élan, publiée en 1923, sous le titre La facezia di Guido Cavalcanti, qui est l'œuvre d'un critique néerlandais qui s'appelle André Joles, je ne sais pas comment on dit. Elle anticipait son grand ouvrage sur les formes simples, qui était une enquête de morphologie littéraire très originale, publiée en 1930, mais surtout rendue célèbre d'ailleurs par sa traduction française au début des années 70 dans la collection de Gérard Genette, poétique, aux éditions du Seuil, sous le titre « Formes simples ». Elle a été beaucoup lue par les littéraires, les historiens, les anthropologues, qui s'intéressaient à la brièveté des fables, des contes, des proverbes, des devinettes, des exemples plats, mais aussi, notamment, Carlo Ginzburg en a fait une lecture continue parce que ça lui permettait, au fond, d'user de ce concept de Joles, la morphologie, pour sortir de la fausse opposition entre, disons, la forme et le contenu. Joles distingue en effet le cas, l'exemple, l'illustration, et la nouvelle propose un cas, ou plus exactement, elle en est la forme savante,
une forme simple, brève, dense, qui n'illustre pas une norme générale, mais ne donne pas non plus un exemple de son application, mais au contraire le met en crise. C'est un cas. D'ailleurs, comme au sens juridique, on y reviendra la semaine prochaine, le cas, c'est le récit d'une contradiction qui donne généralement à entendre le couinement de deux systèmes normatifs qui grincent l'un sur l'autre, l'un contre l'autre. Disons qu'ils fictionnent et qu'ils frictionnent le jeu des normes. Et c'est pour cela, effectivement, que la narrativité est utile. Je cite André Jolès, « La forme du cas a ceci de particulier qu'elle pose une question sans pouvoir donner la réponse, qu'elle nous impose l'obligation de décider, mais sans contenir la décision elle-même. Elle est le lieu où s'effectue la pesée, mais non pas encore le résultat. » On comprend d'ailleurs combien cette idée peut intéresser Carlo Ginzburg lorsqu'il tente de penser par cas l'exceptionnel normal. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement de comprendre le cas, c'est-à-dire qu'est-ce qui pose problème, pourquoi, où est le désaccord, quels sont les deux systèmes de normes sociales qui jouent, dans le sens, tous les sens du terme, de ce qui joue l'un avec l'autre et l'un contre l'autre. Et suivons effectivement la question justement morphologique. Il faut considérer l'importance du méta-récit dans lequel s'inscrivent les nouvelles du Decameron, ce que les études littéraires appellent le récit cadre, la cornice en italien, qui est plutôt un récit porteur. Ce dispositif formel donc, est bien connu, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on doit en rappeler quand même la portée politique et sociale. Il s'agit bien de recréer la fiction politique d'une monarchie élective. Tous les jours, il y a un roi, et ce roi est 7 fois sur 10 une reine, ce qui n'est quand même pas rien. Et c'est elle, 7 fois sur 10, qui donne la parole aux autres, et cette démocratie des narrations est effectivement couronnée par le roi ou la reine d'un jour. Je n'ai pas besoin de développer plus avant, mais c'est évidemment décisif pour historiciser la nouvelle, j'y reviendrai, et donc là on parle pas, on ne s'éloigne pas de la forme, puisque c'est justement, on considère morphologiquement la portée politique de son dispositif formel. Alors j'ai dit par exemple qu'on était dans la 6e journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la conteuse Emilia qui parle, et elle parle la 6e journée qui est placée sous le gouvernement d'Élissa. Cette journée est consacrée au moti di spirito, c'est-à-dire au trait d'esprit, à ces réparties ou promptes répliques, vous avez entendu celle avec laquelle se dégage au sens propre Cavalcanti, ces brèves et promptes réparties qui, je cite la reine, donc, qui donne les règles du jeu au matin de cette journée, 6e, qui évite dommages, danger ou honte. Dommage, danger ou honte. Donc, il ne s'agit pas de blesser. Ce n'est pas un mot qui va tuer. C'est ce que la conteuse, d'ailleurs, Loretta, précise au seuil de la 3e nouvelle, parce qu'on fixe les règles, mais après, ça peut toujours dévier. Alors, on rappelle au seuil donc, de la 3e nouvelle, je veux vous rappeler que la nature de la répartie n'est pas de mordre comme un chien, mais comme une brebis. C'est donc une morsure légère, ça picote un peu, ça vaut avertissement, mais pas châtiment. Et évidemment, ça s'explique par là une certaine situation sociale. Je cite encore Loretta, c'est pourquoi il faut s'assurer du comment, du pourquoi, et avec qui on se sert de la répartie, et également en quel lieu. Nous voilà donc prévenus. On est entre gens de bonne compagnie et dans un lieu public. On ne peut pas faire plus public, c'est la place de la cathédrale. Donc la chute ne sera pas mortelle. Elle doit être légère, car nous sommes justement tenus par les lieux, par la situation, par les gens. D'ailleurs, quelle est la chute? Je ne l'ai pas encore racontée.
Nous en sommes restés au sceau de Guido Cavalcanti, à cette gymnastique légère qui laisse sur place ses assaillants comme interdits à méditer son trait d'esprit. « Seigneur, vous êtes ici chez vous. » Qu'a-t-il voulu dire? Tous se regardèrent, commencèrent à dire qu'il avait perdu la tête et que sa réponse ne tenait pas debout, compte tenu que là où il se trouvait, il n'était pas plus chez eux que les autres Florentins, y compris Guido. C'est juste, on est au cœur de la ville, dans l'épicentre de son espace civique, un espace civique où effectivement les nobles ne sont pas plus chez eux que le peuple. Voilà ce qui les étonne. D'ailleurs, on pourrait là faire une analyse en termes de qualité juridique des espaces publics, parce que si on prend le droit romain, effectivement, on doit distinguer entre les espaces publics, les espaces communs, les espaces privés. Il y a des espaces privés, la Corso degli Adimari, c'est un peu chez eux quand même, et puis il y a des espaces qui sont inappropriables, hein, c'est le sacré du cimetière, et justement, c'est en prenant appui sur une tombe qu'il les laisse dans un espace commun. Et l'espace commun appartient à tout le monde. Donc, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, ils nous laissent, vous êtes ici chez nous, mais tout le monde est chez soi ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le chef de la bande, Betto Brunelleschi, qui emporte finalement la mise en tirant la morale de cette histoire. Messire Betto, s'adressant à ses amis, leur dit alors, si quelqu'un a perdu la tête, c'est bien vous, même si vous ne l'avez pas compris. Car il vient de nous lancer en quelques mots, mais avec élégance, la plus belle insulte qui soit. Si vous y réfléchissez bien, ces tombeaux sont en effet la maison des morts, où on les dépose pour y demeurer. Ces tombeaux sont notre chez-nous, dit-il, pour nous faire comprendre que nous sommes, nous autres, ainsi que tous les ignorants et illettrés, pires que des morts en comparaison de lui et des autres hommes cultivés, raison pour laquelle nous sommes ici chez nous. Chacun comprit alors ce que Guido avait voulu dire, et se sentit très gêné. C'est intéressant, ça, hein? Quand on installe une gêne, c'est intéressant. Dorénavant, ils ne lui cherchèrent plus noise, et tinrent Messire Betto pour un chevalier à l'esprit subtil et perspicace. Ainsi donc, la facétie de Guido Cavalcanti ne blesse pas l'orgueil de Betto Brunelleschi, puisqu'au contraire, elle conforte son pouvoir. Au moins est-il le commentateur pertinent de sa propre défaite, ce qui lui permet de sauver la face. Donc, Cavalcanti n'intègre pas la brigata de Brunelleschi, mais cette dérobade n'affaiblit ni l'un ni l'autre. Au contraire, tout le monde est gagnant. On est dans ce marché idéal du Décameron. Alors, comment expliquer quand même la victoire du puissant cavalier? Il faut quand même que j'explique un peu mieux qui c'est. C'est un magnat, j'ai dit. C'est-à-dire un des grands visés par les ordonnances de justice qui, théoriquement, à partir de la fin du XIIIe siècle, excluent tous ceux qui sont soit trop riches, soit trop puissants, qui ont une fama di grandia, qui ont une réputation de grandeur. Et cette réputation de grandeur, ça veut dire le plus souvent qu'ils sont violents. On estime, dans les années 1330, que 6% de la population mâle adulte de la ville est inscrite sur les listes de magnat, c'est-à-dire exclue du jeu politique pour cette mauvaise réputation. Tout le jeu politique communal, c'est de tenter, mais ils n'y parviennent pas évidemment, d'écarter les plus puissants de l'exercice du pouvoir. Pourquoi les Brunelleschi ont-ils été écartés? Ils appartiennent à une grande famille gibelline qui a été écarté du pouvoir par l'alliance entre l'aristocratie guelfe et le popolo grasso, et qui parvient à restaurer sa puissance sociale, son influence politique, par une conversion un peu habile. Ils sont à l'ombre de Charles de Valois, ils sont amis du pape Boniface VIII, ils font partie de la Partenera, c'est-à-dire de la faction des Noirs, qui s'impose à Florence de 1301 à 1311, donc au moment où Dante est banni. Et si on lit par exemple la Chronica de Dino Compagni, qui est une œuvre fervente et militante d'un auteur qui, c'est vrai, a épousé la cause du popolo, qui est directement engagé dans le gouvernement des guelfes blancs, donc qui a
tout intérêt à haïr Beto Brunelleschi, eh bien, il le décrit comme un aristocrate impitoyable qui s'acharnait contre les Blancs et les Gibelins sans la moindre pitié, et cela pour deux raisons, disait-il. D'abord parce qu'il était un ancien Gibelin et un ancien guelfe blanc, et ensuite parce qu'il ne l'était plus. Donc, de toute façon, il n'a pas le choix. On ne lui pardonnera pas sa trahison. Donc, il est obligé, effectivement, à une fuite en avant dans, la montée aux extrêmes. Et Dino Compagni décrit bien ici ce que les historiens de la vie politique de l'Italie communale et post-communale appellent, à la suite notamment des travaux de Jean-Claude Mervigueur, la bipartition factieuse, les guelfes et les gibelins, puis parmi les guelfes, les blancs et les noirs, et cette dynamique de radicalisation, de montée aux extrêmes, qui rendent les haines inexpiables. Voilà pourquoi Dino Compagni décrit la mort de Beto Brunelleschi en 1311, victime de la vendetta des Donati. Il jouait aux échecs, les deux jeunes Donati s'approchent, le frappent à la tête, le laissent pour mort. On croit qu'il va se remettre, mais non, il meurt, mais il meurt de son propre désir de vengeance. Mais quelques jours plus tard, je cite Dino Compagni, le chroniqueur, c'est bouillant de rage, sans se repentir ni donner satisfaction à Dieu et au monde, et en grande défaveur auprès de nombreux citoyens, que misérablement il mourut. Et beaucoup se réjouirent de sa mort, car ce fut un bien triste citoyen. Donc c'est lui. Donc, quand Boccace dit de lui, à la fin de sa nouvelle, qu'on le tient pour un sottile et intendente cavaliere, un chevalier à l'esprit subtil et perspicace, alors que c'était une brute, cela produit chez ses lecteurs l'étonnement, voire l'amusement. Parce que là, il y a un truc qu'on ne saisit pas, hein, c'est l'ironie. Et pour la goûter, il faut évidemment savoir de qui il s'agit. Soit se souvenir de ce passé récent, et c'est toujours ce passé récent dont on va parler, soit assister aux efforts de la famille Brunelleschi pour rentrer dans le jeu politique, comme l'a montré Christiane Clapis-Joubert dans son livre majeur Retour à la cité, où on voit les anciens bannis manipuler la parenté pour effectivement revenir dans la cité, ce qui est le cas des Brunelleschi en 1343. Donc ce qui est représenté aussi politiquement par cette brigata, c'est-à-dire un ordre par le bruit, hein, une manière licite de jouer de la transgression avec les normes. C'est ça qui grince. Ce qui est représenté donc ici, c'est une de ces négociations symboliques avec le passé de la ville. Et pour historiciser la nouvelle de Boccace, qui est lui-même un homme entre deux mondes, qui est un fils de marchand, qui a fait son éducation à la cour de Naples, qui revient à Florence, mais qui est dans sa ville natale comme un exilé, parce qu'il est toujours, je dirais, nostalgique de ce paradis perdu de Naples. Eh bien, c'est effectivement de saisir le temps de la narration. Donc, Beto Brunelleschi se sauve socialement en reconnaissant la noblesse de Guido Cavalcanti à la toute fin et négocie, au fond, la reproduction de sa domination sociale. Alors, voilà ce qu'on peut dire de Beto Brunelleschi, mais il est complètement hors champ de la narration. Hein. Il faut en savoir un peu plus pour le comprendre. En revanche, pour analyser historiquement le rôle de Guido Cavalcanti dans cette fiction politique, on peut lire la nouvelle quand même. Et je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y a un extrait que je ne vous ai pas lu. C'est un petit peu avant le dénouement. Guido Cavalcanti est, dit la nouvelle, l'un des meilleurs dialecticiens du monde, excellent expert en philosophie naturelle, ajoutant ce dont la compagnie se souciait fort peu. Philosophe naturel, philosopho natural, et renvoie ici à l'usage du syntagme loquens ut naturalis, parlant en physicien, dans les universités médiévales, ainsi que l'a montré Luca Bianchi, la philosophie naturelle des penseurs, des limites
un domaine autonome de pensée qui est relativement à l'abri, je dirais, du contrôle exercé par les docteurs en théologie. Si on dit « mais je parle en philosophe naturel », bon, ça veut dire en physique, c'est une position qu'on peut désigner avec 1000 précautions comme une position d'avéroïste, hein, qui considère que l'homme peut se diviniser en assimilant sa propre intellection à l'intellect agent, l'intellect collectif, puisque chez Averroès, et surtout chez les avéroïstes latins, ce qui pense, ce n'est pas l'individu, c'est la société. Ainsi accède-t-on à la vie bonne d'une félicité mondaine qui peut être dite naturelle, puisqu'elle dépend de l'exercice optimal de la faculté humaine la plus noble qui soit, celle de l'intellection. Ceux qui sont dépourvus de cette noblesse du savoir vivent comme des animaux, et donc on peut dire, comme on l'a vu, qu'ils sont déjà morts. Cette noblesse, dans le naturel, est thématisée dans la suite de la présentation de notre héros du jour. C'était en effet l'un des meilleurs dialecticiens du monde, excellent expert en philosophie naturelle, ce dont la compagnie se souciait fort peu. D'un commerce très agréable, il était doué d'une très grande grâce, leggiadrissimo. Il avait des mœurs distinguées et la parole facile. Il réussissait mieux que personne dans les entreprises dignes d'un gentilhomme tel qu'il l'était. Il était en outre très riche et savait honorer tous ceux qui lui semblaient en valoir la peine. Bref, je le répète, c'était donc théoriquement le candidat idéal pour rejoindre la brigata de la jeunesse dorée de Betto Brunelleschi, et pourtant il se tient à l'écart. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi ce souverain détachement de la part de Guido et pourquoi cet échec de la part de Betto. Messire Betto, cependant, n'avait jamais pu l'attirer dans le cercle de ses compagnons, et il croyait, tout comme eux, que la raison était à chercher dans les spéculations, où Guido quelquefois se perdait et qui le faisait se détacher des hommes. Ajoutons que, ce dernier étant quelque peu disciple d'Épicure, le vulgaire en concluait que ses réflexions philosophiques visaient à tenter de démontrer que Dieu n'existait pas. Voilà, on a compris un peu mieux là le trait de Betto. Voilà donc tout le substrat philosophique, il est, vous le voyez, très important de la nouvelle. Alors, on pourrait évidemment continuer à discuter, s'appuyer par exemple sur les travaux d'Aurélien Robert pour savoir quel est cet épicurisme, montrer que les épicuriens, ce n'est pas Épicure, c'est au fond la manière dont le Moyen-Âge a accueilli comme un maître de vérité un Épicure considéré, et un maître de sagesse considéré aussi dans l'économie des plaisirs et dans la physique atomiste comme compatible avec la morale chrétienne, mais comment tout cela effectivement est instable jusqu'au moment où Dante met les épicuriens dans le 6e cercle de l'enfer, et avec d'ailleurs parmi eux le père de Cavalcanti. Je viens de prononcer le nom de Dante. C'est peut-être ça la clé, au fond. 3 manuscrits datant du XVIe siècle des rimes de Dante identifient le Brunetto, dédicataire du sonnet 99, Messer Brunetto, questa pulzelletta, à Betto Brunelleschi. Cette attribution est encore discutée, mais ramène effectivement l'autre personnage de la nouvelle qui nous retient ici dans l'horizon dantesque, puisque Guido Cavalcanti est évidemment le meilleur ami de Dante, ça tout le monde le sait, et Betto Brunelleschi, du temps où il n'était pas encore noir, a pu être le dédicataire d'un sonnet de Dante. Et Dante lui-même, on le sait, est dans une brigata dans laquelle était Cavalcanti. Il ne faut pas l'imaginer comme effectivement un amoureux solitaire et transi. Lui aussi et ses compagnons ont pratiqué cette poésie courtoise en langue vulgaire comme un art de combat pour séduire, pour vaincre des rivaux, pour humilier des ennemis, parce qu'il n'y avait pas que des poèmes d'amour, hein, on échangeait avec ses adversaires des vers insultants. Lui aussi, avec son ami Guido Cavalcanti, a essayé à cette méchante poésie de dénonciation que les vitupérateurs, ces poètes stipendiés par les grandes factions rivales de Florence,
utilisait comme des armes politiques, lui aussi a appartenu à cette génération, si bien décrite par Emmanuel Ecochia et Sylvain Piron, génération qui a contribué au décloisonnement des savoirs entre, disons, 1290 et 1330 à Florence, où il y avait des juifs et des chrétiens, où il y avait des médecins, des juristes et des philosophes, où la poésie était une poésie de savoir, une volonté de connaissance. Alors, on ne voit effectivement que la beauté littéraire, mais on ne comprend pas que, au fond, la poésie de Guido Cavalcanti, au fond, était considérée comme une poésie philosophique, et que sa chanson, par exemple, Donna me prega, Sonia Gentile a montré qu'elle était commentée, et commentée savamment, jusqu'à Marcille Ficin. Il y a un commentaire tout entier, d'ailleurs, de cette chanson, qui est écrit par un médecin, Dino del Garbo, mort en 1327, commentateur du canon d'Avicenne, qui utilise tout l'arsenal philosophique, Aristote, Averroès, Avicenne, pour, au fond, commenter la chanson, une seule chanson de Guido Cavalcanti, et ce commentaire nous est connu par un manuscrit autographe de Boccace. Vous voyez, les fils commencent à se nouer. Donc, il s'agit d'une culture savante, spécifiquement laïque, profondément engagée dans la cité, ce qui a évidemment des conséquences essentielles, notamment sur le corps, sur la sexualité, parce que tous ces gens-là, évidemment, se disent des clercs, mais ce sont des clercs qui se marient, donc qui ont des enfants, donc qui ont des femmes, des filles, donc qui participent aussi, qui font participer les femmes et les filles à leur activité intellectuelle. Et nous voyons ainsi Giovanni d'Andrea, spécialiste du droit de l'Église, travailler avec sa femme, avec sa fille. On connaît à Florence une grammairienne, Clemencia, une poétesse, Compiuta Donzella. Donc du point de vue du sexe, du point de vue de la religion, du point de vue de la discipline, comme l'a écrit Alain de Libera dans Pensée au Moyen-Âge, eh bien, au fond, cette communauté de savoir qui se définit avec justement la génération Dante, elle est laïque, elle est potentiellement féminine, elle décloisonne les savoirs, elle est transversale, éclatée, ou plutôt inassignable à résidence. C'est cela aussi le bon léger de Guido Cavalcanti. Et au fond, tout cela, je proposerais de l'appeler la société dantesque. Non pas pour renvoyer à l'enfer, même si tout à l'heure je vais y renvoyer, mais pour renvoyer à une société qui se reconnaît tout entière dans le miroir poétique que Dante a dressé devant elle dans un passé récent. Et au fond, où s'exprimait, davantage qu'elle ne trouvait à se résoudre, toutes les tensions contradictoires qui font la société communale, à la fois judiciarisée et violente, savante et vindicatoire, civile et brutale, codifiée par le droit, mais aussi par des pratiques extrajudiciaires de règlement des conflits, comme la dérision, comme la poésie, comme la vengeance, comme toutes les pratiques de dénonciation. Après tout, l'enfer de Dante est aussi une longue chaîne de vitupération. Après tout, sa littérature, à Dante, est aussi l'arsenal de ses vengeances. La culture des élites dans cette société, et on l'a vu à la fois chevaleresque et humaniste, comme ses aspirations philosophiques sont en même temps religieuse et laïque, s'y exprime la fluidité d'une société qui est évidemment animée par l'argent, donc en proie aux brusqueries des ascensions et des déclassements sociaux, mais aussi au figement oligarchique. Une société de jeunes, on l'a vu, mais soumis à l'ordre des pairs. On pourrait ainsi continuer longuement la liste de ces contradictions, en se souvenant que pour André Jolle, c'est cette configuration contradictoire dans le jeu des normes qui rend possible l'expression du cas dont la nouvelle est la forme savante. Le cas, c'est-à-dire justement ce que l'on ne peut résoudre, mais ce que l'on peut au moins exprimer
comme contradictoire. Cette société donc présentée comme une société d'un passé récent, qu'est-ce qui fait qu'elle est séparée de nous? Pourquoi est-on avec elle coupé, peut-être même coupable? Enfin, ça fait 3/4 d'heure que je parle. Et je n'ai pas dit le mot qu'il fallait, la peste. Le Décameron est écrit entre 1349 et 1351, après la peste. On parle si peu de la peste. C'est extraordinaire parce que, d'une certaine manière, vous le savez, aujourd'hui, qu'on a réussi, mais c'est depuis 2011, à restituer l'histoire phylogénétique de la peste en reséquençant le génome de Yersinia pestis. Aujourd'hui, qu'on a réussi à reconsidérer l'environnement climatique qui rend possible l'épidémie pesteuse à partir probablement des années 1260-1270 en Asie centrale, et donc qui explique après coup ce qu'on appelle l'anomalie climatique du Moyen-Âge du Xe au XIIIe siècle, le moment où quand même l'Europe a sa population qui triple. Au moment où, d'une certaine manière, toute cette histoire que les contemporains ont subie, mais qu'ils ne comprenaient pas, est à nouveau intelligible pour les historiens, c'est-à-dire depuis à peine 10 ans. Et au fond, c'est une remarque d'une fausse banalité, parce qu'il n'y a pas tant d'événements historiques que l'on comprend incomparablement mieux que ceux qui l'ont vécu. Mais là, c'est le cas. Et d'une certaine manière, le paradoxe qui a été relevé, c'est que cette peste, alors évidemment, elle ne concerne pas que Florence, mais vous savez que Guy de Chauliac, qui est le médecin qui écrit à Avignon en 1363 sa grande chirurgie, l'appelle la peste de Florence. Elle est venue en Europe par Florence. Ce n'est pas vrai. Ils ne comprennent pas, les médecins. Ils n'ont aucune raison de comprendre les vecteurs de l'épidémisation, même si aujourd'hui les historiens réévaluent la rationalité de la médecine de ce temps. Mais au moins, ils décrivent. Et il y a toute une série de choses qui sont étonnantes à considérer. Par exemple, Clément VI, la cour de Clément VI, il y a un moment où ils veulent compter le nombre de morts. Ils arrivent à 43 millions de morts. C'est ça la peste. 43 millions de morts. Et ce n'est pas très loin des estimations des démographes où aujourd'hui, je renvoie à la littérature récente, c'est-à-dire, au fond, sans doute 60% de mortalité dans certaines villes, et même au-delà, comme c'est le cas à Florence, ce qui amène Guy de Chauliac à parler du mal de Florence. Or, voici le paradoxe. Tout indique, à commencer effectivement par les comptages précis mis en œuvre par une administration communale qui est habituée au gouvernement par les nombres, que la saignée démographique est gigantesque et en fait indescriptible. Or voilà le paradoxe, qui n'est finalement pas tant relevé que ça dans la littérature. La catastrophe est tellement inconcevable qu'elle produit finalement assez peu de documentation. Ainsi l'écrit le poète Guillaume de Machaut, « Seuls qui moururent, nul ne le pourra nombrer, imaginer, penser, ne dire, figurer, monstrer, ne écrire. » Voilà pourquoi la plupart des textes nous en parlent tout en la taisant. C'est vrai des textes de la pratique qui ne documentent le plus souvent que les à-côtés du désastre. On voit par exemple à Orvieto, étudié par Elisabeth Carpentier, les registres de délibération des 7 qui sont désignés le 30 juin 1348, d'abord se réunir parce que tous les mois, ils doivent se remplacer parce qu'ils meurent tous, et puis commencer à dire que, par exemple, il faudrait réglementer le poids des cierges auxquels chaque défunt a droit parce que le prix du cierge flambe.
On voit, par exemple, à l'Aquila, comme l'a montré récemment Pierre Toubert, le chroniqueur abruzais Buccio di Ranallo, dénoncer la cupidité du clergé, que les autorités communales contraignent à fournir les pauvres en cierges à bas prix, qui n'hésitent pas à recycler les cierges pour 3 funérailles successives. On voit effectivement le prix du papier flambé et les notaires manqués. On voit tous les indices indirects de la catastrophe que l'on ne connaît au fond que par ses à côté. C'est comme si, finalement, la documentation ne montrait la peste que par les silences, les creux qu'elle laissait en elle. Dans un livre fondateur de la sociologie historique de la production artistique qui est paru en 1951 sous le titre « La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire », Millard Meiss tentait de décrire la manière dont la peinture avait rendu visible ou non l'événement. Du point de vue de l'histoire de la commande, il y a une évidente coupure, ne serait-ce que par la mort de nombreux peintres et de leurs commanditaires. Mais la peinture a-t-elle donné à voir l'irruption de la mort? Pas davantage. Millard Meiss, par exemple, voulait voir dans les fresques du Camposanto de Pise, qui sont intitulées « Le triomphe de la mort », une des très rares représentations du passage de la peste, parce qu'il la datait de 1350, alors que la critique moderne, au contraire, en recule la datation à 1333-36. Tel était déjà le constat de Jérôme Bachet dans son article paru en 1994 sur le titre « Images et événements, l'art sans la peste ». Oui, ce que l'on prend pour des images de ce mal qui répand la terreur ne représente le plus souvent pas la peur épidémique, mais met en œuvre de manière très articulée une pensée juridique de l'au-delà qui lui est antérieure et qui, en fait, lui est indifférente. La peste est extérieure à sa représentation contemporaine. Et voilà pourquoi l'histoire de la peinture, en fait, n'en tient pas compte. C'est particulièrement net quand on lit les vies de Giorgio Vasari au XVIe siècle, œuvre dont on aura à reparler puisqu'elle s'inscrit pour moi dans la veine de la novellistica toscane, et qui se caractérise par un silence ou un évitement proprement stupéfiant. Lorsque Vasari parle de l'interminable déluge de mots qui avait englouti et noyé la malheureuse Italie, il évoque l'état des arts avant 1240, avant Cimabue. Lorsqu'il traite des années charnières du XIVe siècle, il s'enthousiasme sur la chance prodigieuse de vivre au temps de Messire Pétrarque. Ah bon? Mais la Laure de Pétrarque, son amoureuse, est morte en avril 1348. Sa vie en a été percée. Tout le monde meurt autour de lui. C'est ça, le temps, la chance prodigieuse de vivre au temps de Messire Pétrarque. Alors, il n'y a pas que les historiens, vous voyez, qui passent à côté. C'est parce que leurs sources, au fond, n'en parlent pas si elles en parlent. Mais il faut comprendre comment. Il faut comprendre par quelle morphologie. L'un des textes les plus pénétrants sur la question est pour moi la préface que Georges Didier Huberman a donnée en 1994 pour le livre de Millard Meiss, préface intitulée « Feu d'images, un malaise dans la représentation du XIVe siècle ». Il y décrit, pour paraphraser La Fontaine, les images malades de la peste. La peste n'est pas dépeinte, elle est peinte. La peinture ne documente pas la mort, qui n'est pas iconographiquement repérable, mais elle est transformée par elle, c'est-à-dire qu'elle commence insidieusement, la peste, à ruiner la ressemblance en peinture. Les médecins cherchaient les signes du mal sur les corps, c'est-à-dire les symptômes, mais la destruction des corps. Et surtout, la défiguration de masse a créé une dissemblance généralisée qui, de fait, produit une inflammation dans l'art que Didier Huberman appelle le malaise dans la représentation. Et c'est ça qui définit la peinture moderne. La nôtre, celle qu'on appelle, avec Vasari, peinture de la Renaissance, quel temps merveilleux. C'est une peinture d'après le désastre, un art post-peste noire, comme on parle d'une poésie post-Hiroshima, dans les deux cas, pour ne pas la dire, parce que c'est impossible.
On peut faire l'hypothèse que la révolution narrative dont on aura à parler cette année s'origine aussi dans cette décomposition de la ressemblance, et qu'il s'agit là encore d'écrire la peste et non de la décrire, comme une fiction politique qui est à la fois, pour reprendre les mots de Georges Didier Humerman, juste et inexacte. Prenons les histoires florentines que Machiavel achève de composer en 1526, un an avant sa mort, sur la peste noire, apparemment le même déni, puisqu'il ne lui consacre qu'une seule phrase, je cite, une phrase, sur 500 pages. Après ce bouleversement, il ne parle pas de ça, il parle d'un événement politique, une réforme de l'État à Florence. Après ce bouleversement, la cité vécut en paix jusqu'en 1348, époque de cette peste mémorable, décrite par Giovanni Boccaccio avec tant d'éloquence, et qui enleva dans Florence plus de 96 000 âmes. Je ne reviens pas sur le chiffre, c'est celui qu'on retrouve dans la chronique de Villani. Les historiens en discutent, puisqu'il y avait probablement, avant la peste, 120 000 personnes à Florence. Il y a après la peste, avec un retour et une émigration, 40 000 personnes en 1352, donc 96 000 disparitions, si on prend les morts et les fuites, ce n'est pas totalement impossible. C'est dément. Vous imaginez, c'est dément. Là, on est à 2 tiers, plus de 2 tiers de la population. Je ne reviens pas non plus sur la brièveté de l'incise, même si elle dit en elle-même la plus troublante des conséquences de l'épidémie dans l'ordre politique. Le fait qu'il n'y en a pas. Qu'on obéit comme avant, qu'on se gouverne comme avant, qu'on croit comme avant, qu'au fond, alors il peut y avoir, on en discute, est-ce que la révolte des turbans rouges en Chine en 1351 a à voir avec la peste, mais encore faut-il être certain que la peste ait frappé la Chine, tout ça est très discutable, mais pour tout ce qu'on connaît, la peste n'a pas de conséquences politiques. Mais Machiavel a raison. Ce n'est pas un bouleversement. Mais on ne peut pas non plus, en même temps, ne pas voir que partout, dans la politique, dans l'ordre politique, comme le montre Solà Labellès dans sa thèse encore inédite sur l'expansion territoriale de Florence, où il voit des petites cités comme Prato, Colle, San Gimignano passer en 1349 dans l'orbite florentine parce qu'elles n'ont plus les forces démographiques pour assurer leur indépendance. Et donc, on le voit, mais personne ne dit, ni dans les actes de la pratique, ni dans les actes narratifs, que c'est à cause de ça. Donc, la peste reste donc à la fois le plus évident et le plus mystérieux des ressorts politiques, écrit Solà Labellès. Retenons ici, pour terminer, que Machiavel semble déléguer la mémoire de l'événement à l'œuvre de Boccace. Étonnant passage de relais de l'histoire à la fiction. Pour la peste, voyez Boccace. Mais quoi dans Boccace? Je ferai l'hypothèse que tout dans Boccace. La peste est mémorable, mais Machiavel n'en parle pas. Elle est donc inoubliable et indescriptible. Mais en quoi Boccace en parle-t-il avec éloquence? Alors, il en parle évidemment dans l'introduction de la première journée du Décaméron, qui constitue la plus longue description littéraire de la mortelle pestilence, qui a évidemment une valeur documentaire, même si elle reprend une description de la décomposition morale et politique de la société florentine, qui est aussi une reprise de la littérature antique sur l'épidémie, même s'il reprend Lucrèce, qui lui-même reprend Thucydide. Voilà, il y a des descriptions criantes de vérité où il montre, par exemple, la panique funéraire. Elle n'est pas attestée archéologiquement, c'est extraordinaire. Hein. L'archéologie funéraire montre que jusqu'au bout, on tente quand même, tant qu'on le peut, d'assurer des sépultures honnêtes à tout le monde. Mais voilà ce qu'écrit Boccace, porté en chaque église, chaque jour, à presque chaque heure, affluait la multitude des cadavres étalés, la terre sainte étant insuffisante pour tant de sépultures, surtout s'il en avait voulu donner à chaque corps une place distincte selon l'ancienne coutume, on laissait dans les cimetières des églises, lorsque tout était plein, des fosses immenses où par centaines on mettait les survenants, entassés là comme des marchandises.
que l'on empile dans les cales des navires. Ils étaient, couche après couche, recouverts d'un peu de terre, jusqu'à ce que l'on en fût au sommet de la fosse. On ne peut évidemment lire indifféremment aujourd'hui ces descriptions de corps entassés comme des choses, tant les drames du XXe siècle y superposent par transparence d'autres visions d'horreur. Mais les historiens savent par ailleurs, effectivement, qu'au-delà de la valeur documentaire de la description, l'important est pour nous qu'elle déclenche le récit cadre. C'est là sa valeur morphologique. C'est pour échapper à cette horreur que la Brigata va se raconter des histoires. Voilà l'éloquence de Boccace. Il nous place au seuil de son récit. La peste mortelle, tel est en effet le frontispice de mon livre, écrit-il. C'est là un pénible et poignant début, et plus loin encore, un horrible commencement. Il faut prendre au sérieux tout ça. Le frontispice, l'horrible commencement. Il s'agit de percer cette façade, de traverser l'effroi. Mais je ne voudrais pas que l'effroi vous interdise d'aller plus loin. Et je ne voudrais pas que l'effroi vous interdise d'aller plus loin. Les rires viendront en cascade après. Nous ne continuerons pas la lecture dans les soupirs et les larmes. Mais pour l'heure, oui, il faut traverser cet écran d'effroi. Il le faut, écrit Boccace. Sentez le travail de la mort, écoutez, voyez. C'est comme gravir une montagne, dit-il, une montagne âpre et raide. De l'autre côté est la plaine des plaisirs. Alors, quand le langage s'épuisera à dire l'horreur, on passera à autre chose, on se racontera des bonnes blagues. En fait, poursuit Boccace, c'est un bref tourment. Avant de préciser de manière étonnante, je dis bref parce qu'il tient en peu de mots. C'est-à-dire qu'on est dans le plan de la fiction. C'est bref, c'est que ça fait quelques pages, mais il faut les lire. Mais j'éprouve moi-même quelques répugnances à vous raconter en détail tant d'infortunes douloureuses. Je m'abstiendrai désormais d'aborder tout sujet sur lequel on peut décemment faire silence. Alors c'est parti. Et c'est parti pour toutes les nouvelles. On passe de l'autre côté. Ça ne vous rappelle rien? Mais c'est le sceau de Guido Cavalcanti, ce sceau léger, qui prend appui sur le tombeau et laisse les autres sur place, comme morts, parmi les morts. Lui aussi a traversé l'effroi. Après tout, l'assaut de la Brigata, il fallait peut-être le prendre au sérieux. Il est comme le chat botté. Par une feinte du langage, il a sauvé sa peau. Alors commencent les nouvelles, rusées, frivoles, rigolardes, paillardes. Nous cherchions des narrateurs habiles et légers. En voici un. Non pas Boccace, mais Guido Cavalcanti, protagoniste d'une nouvelle de Boccace. Personnage historique accédant à l'existence fictionnelle. Non pas, souvenez-vous de ce qu'en dit Jacques Rancière, en s'allégeant de sa propre réalité, mais en approfondissant sa raison d'être. La fiction, ce n'est pas moins de réel, c'est plus de raison. Il est donc acteur et conteur, et c'est là sa légèreté pensive. Alors, écrivant ces Trecento Novelle, Franco Sacchetti fera directement allusion à Boccace et à la peste, et les autres auteurs de la novellistica, pas toujours. Mais tous y pensent, sans doute. Et nous devrons toujours y penser en les lisant. Ne pas oublier que ce rire n'a de sens que sur fond de malheur absolu, qu'il ne s'entend que par rapport effectivement à cet effroi qu'il a fallu traverser. Il faut croire le conteur lorsqu'il dit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Boccace toujours. En vérité, si j'avais pu honnêtement vous mener vers ce que je désire par un autre chemin que cet âpre sentier, je l'aurais fait bien volontiers. Mais parce qu'il était impossible dans un tel rappel de montrer la cause des événements dont on lira ci-après le récit, j'ai été presque contraint à l'écrire par la nécessité. La cause de tout. Lorsque Machiavel renvoie à Boccace, il renvoie à tout. Pas simplement à cette description pour sa valeur documentaire, à tout, à la peste qui n'est pas seulement décrite, qui est écrite. C'était la nécessité. Cette nécessité, quelle est-elle? Je crois que c'est celle du survivant. Son père est mort pendant la peste, le voici devenu chef de famille, il est le survivant. Dans Masse et puissance, paru en 1960, ce livre où Elias Canetti a, dit-il, réussi à prendre son siècle à la gorge, on lit des pages inoubliables
sur ce qu'il appelle la débâcle du survivant. Mais avant la débâcle, je le cite pour terminer, « L'instant de survivre est un instant de puissance. L'effroi d'avoir vu la mort se dénoue en satisfaction, puisque l'on n'est pas soi-même mort. Voici celui-ci gisant, mais le survivant debout. C'est comme s'il y avait eu combat et que l'on eût soi-même tué la mort. Survivant, chacun est l'ennemi de l'autre. » Ainsi décrit-il un peu plus loin le despote comme un survivant au pouvoir. Nous parlerons de ces tyrans comme des survivants au pouvoir, car il nous faut mener une histoire des pouvoirs. Or, celle-ci est d'abord l'histoire de la méchanceté des hommes. Mais il ne faudra jamais oublier, et comment l'oublier, nous qui avons vécu au XXe siècle, que la grande affaire est d'abord la méchanceté des temps, que le Décameron est tout entier cela, une révolte fictionnelle contre la tyrannie de la mort. Machiavel a raison d'y renvoyer, comme l'histoire renvoie à la fiction politique, mais il ne renvoyait pas seulement au frontispice du livre, il renvoyait au livre dans son ensemble, à ces 100 nouvelles, qui toutes, au fond, ne parlent que de cela, du point de vue du survivant. Je n'ai dit que le 10e de ce que l'on peut dire du 100e du Décameron. Mais au moins, j'ai trouvé le titre de la séance qui s'achève, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ». Merci.